En 2025, les États-Unis ont enregistré le pire effondrement de colonies d'abeilles de toute leur histoire. Les apiculteurs commerciaux ont perdu 62% de leurs ruches, soit 1,6 million de colonies qui ont disparu entre juin 2024 et mars 2025. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis, USDA, a estimé les pertes directes à 600 millions de dollars. Bienvenue sur le Déclic Santé, où nous explorons des solutions naturelles et souvent méconnues pour un avenir plus sain et durable. Les apiculteurs décrivaient des téléphones sonnant sans arrêt, des appels désespérés posant la même question. Avez-vous des abeilles en trop? Des abeilles à vendre? Un exploitant commercial du sud de la Californie, qui gère 25 000 colonies, a perdu plus de 60% de ses abeilles en une seule saison. Il a dit, et cela mérite d'être entendu, il y a un seuil de coût que l'on peut encaisser avant de se dire « je ne sais pas si je peux continuer ainsi ». Pendant ce temps, discrètement cultivé dans les montagnes d'Afrique du Sud, un arbuste produit une douceur inégalée depuis des millions d'années, et ce, sans l'aide d'une seule abeille. Il ne s'agit pas d'un édulcorant artificiel fabriqué en laboratoire, ni d'un substitut de sucre qui laisse un arrière-goût chimique sur la langue. C'est un véritable extrait végétal doré au goût de miel que les populations indigènes récoltent depuis une époque antérieure à l'écriture dans cette partie du monde. Et il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Cette plante s'appelle le honeybush. Son nom scientifique est Cyclopia et elle appartient à un genre de 23 espèces connues, introuvables ailleurs sur Terre, si ce n'est dans le biome du fynbos, à l'extrémité sud de l'Afrique. Chaque espèce possède sa propre singularité. La Cyclopia intermedia, appelée thé des montagnes, produit la douceur la plus riche et la plus prisée. Elle pousse en haute altitude, dans des chaînes de montagnes reculées, et représente 85% de la récolte sauvage. La Cyclopia genesistoides, ou thé côtier, prospère plus près du niveau de la mer, avec ses tiges dorées brillantes et ses feuilles en forme d'aiguille disposées par groupes de 3. La Cyclopia subterranata, le thé des vallées, préfère les zones marécageuses des basses terres et est devenue l'une des espèces les plus faciles à cultiver commercialement. Certaines espèces ont résisté à toutes les tentatives de culture et ne peuvent être récoltées qu'en marchant dans les montagnes pour les trouver là où elles ont toujours poussé. Cette région, la zone floristique du Cap, est l'un des 6 seuls royaumes floraux de la planète. Pour vous donner une idée, toute l'Amérique du Nord, toute l'Europe et toute l'Asie du Nord combinées ne forment qu'un seul royaume floral. Cette petite bande côtière d'Afrique du Sud constitue à elle seule un royaume entier, contenant plus d'espèces végétales par kilomètre carré que presque n'importe où ailleurs. Et c'est là, dans ce paysage extraordinaire, que pousse un arbuste ligneux aux fleurs jaunes vifs, qui sent indubitablement le miel dès que vous écrasez une feuille entre vos doigts. Infusez ces tiges et vous goûterez le miel. Transformez ces fleurs et ces feuilles en un sirop concentré et vous obtiendrez un liquide doré qui peut remplacer directement le miel dans n'importe quelle recette. Cette plante a été documentée pour la première fois dans la littérature botanique en 1705, il y a plus de 300 ans. Elle figure dans les archives scientifiques. Ses propriétés sont connues et décrites depuis plus longtemps que les États-Unis n'existent en tant que pays. Pourtant, si vous vous rendez dans n'importe quelle épicerie d'Amérique du Nord, d'Europe ou d'Asie, vous ne trouverez presque certainement pas un seul pot de sirop de honeybush sur les étagères. La question n'est pas de savoir si cette plante fonctionne, mais pourquoi le monde l'a oubliée. Restez avec nous, car la réponse implique un savoir ancestral ignoré, un écosystème unique, une crise apicole qui s'accélère chaque année, et des composés si remarquables que les chercheurs qualifient l'un d'eux de molécules miracles. Pour comprendre ce qu'est réellement le honeybush, il faut saisir le monde d'où il vient. Le biome du fynbos est un type de maquis que l'on trouve exclusivement dans les provinces du Cap occidental et oriental d'Afrique du Sud. Le mot fynbos vient de l'afrikaans et signifie « buisson fin ».
décrivant les feuilles minces et en forme d'aiguille des plantes qui y poussent. Le sol est acide, pauvre en nutriments et sablonneux, et l'été est sec, des conditions qui tueraient la plupart des plantes cultivées en quelques semaines. Mais le fynbos ne se contente pas de survivre dans ces conditions. C'est l'un des écosystèmes terrestres les plus riches en biodiversité de la planète. La région floristique du Cap contient environ 9000 espèces végétales, dont près de 70% ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. Cette petite zone compte plus d'espèces endémiques que de nombreux continents entiers. Elle a été désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est plus petite que le Portugal, et pourtant, elle abrite plus de diversité végétale que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France réunis. C'est aussi l'un des écosystèmes les plus dépendants du feu connus de la science. De nombreuses plantes du fynbos ont évolué non seulement pour survivre au feu, mais pour en avoir besoin. Leurs graines restent en dormance dans le sol, parfois pendant des décennies, attendant les signaux chimiques spécifiques libérés par la fumée pour déclencher la germination. Le honeybush est l'une de ces plantes. Ces graines ont un revêtement si dur que sans scarification ou exposition à la fumée, elles ne germeront tout simplement pas. Le feu balaie la zone, l'arbuste brûle jusqu'au sol, puis se régénère à partir de la base des racines ou de graines qui sortent enfin de leur dormance. C'est une plante façonnée par des millions d'années de conditions extrêmes. Et ces conditions extrêmes sont précisément ce qui l'a rendue douce. Voici la biologie qui rend cela possible. Les plantes soumises à un stress environnemental produisent souvent des concentrations plus élevées de métabolites secondaires, les composés chimiques qu'elles génèrent pour leur protection et leur survie. Ce sont ces molécules qui donnent aux plantes leur saveur, leurs arômes et leurs propriétés médicinales. Dans le honeybush, ces composés incluent une remarquable gamme de polyphénols, de xanthones et de flavanones. Les acteurs principaux de ce drame chimique ont des noms qu'il convient de retenir. La mangiférine est une xanthone. Une étude publiée en 2017 dans la revue Lipids in Health and Disease l'a décrite comme un composé bioactif miracle, documentant ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, antidiabétiques, anti-allergiques, anticancéreuses et immunomodulatrices. C'est un seul composé qui fait le travail que la plupart des entreprises pharmaceutiques répartiraient sur 6 médicaments différents. L'hespéridine est une flavanone aux effets anti-inflammatoires documentés et aux capacités potentielles de lutte contre le cancer. Et puis il y a le pinitol, un cyclitol d'origine naturelle qui fait quelque chose d'extraordinaire dans le corps humain. Il imite l'action de l'insuline. Une étude publiée dans le British Journal of Pharmacology a documenté directement cet effet similaire à l'insuline. Le pinitol aide les cellules à absorber le glucose de la circulation sanguine sans nécessité de production d'insuline supplémentaire. Pour les plus de 400 millions de personnes dans le monde vivant avec le diabète, ce n'est pas une curiosité, c'est une molécule qu'il vaut la peine de connaître. Le pinitol est également un expectorant, ce qui explique pourquoi les peuples indigènes utilisaient le honeybush pour les affections respiratoires des siècles avant que la médecine occidentale n'ait un nom pour ce qu'ils traitaient. Ce ne sont pas des composés traces cachés en quantité négligeable. La mangiférine et l'hespéridine sont les molécules bioactives dominantes du honeybush, présentes en concentration significative dans les feuilles, les tiges et les fleurs de la plante. Lorsque vous préparez du thé de honeybush, ces composés se dissolvent dans l'eau, créant une boisson naturellement douce qui contient zéro caféine, pratiquement zéro tanin, pas de sucre, pas de graisse et des traces de fer, de potassium, de calcium, de cuivre, de zinc, de magnésium et de manganèse. Une tasse de ce thé apporte de la douceur et des composés bénéfiques en même temps. Aucun autre édulcorant largement disponible sur Terre ne fait les deux simultanément dans le même emballage naturel. Pensez-y un instant. Tous les autres édulcorants que vous connaissez fournissent soit des calories vides, comme le sucre, soit de la douceur avec des additifs chimiques douteux, comme les édulcorants artificiels, soit de la douceur avec certains avantages, mais aussi un impact significatif sur le sucre, comme le miel.
Le honeybush apporte de la douceur tout en délivrant activement des composés antioxydants, anti-inflammatoires et de soutien métabolique documentés. C'est une catégorie à part. Mais voici où l'histoire prend un tournant que la plupart des gens n'attendent pas. Les personnes qui comprenaient le mieux le honeybush n'étaient pas des scientifiques travaillant en laboratoire avec des spectromètres de masse. C'étaient les Khoi et les San, les peuples indigènes de la région du Cap, en Afrique du Sud, souvent désignés collectivement sous le nom de Khoisan. Ce sont parmi les plus anciennes populations humaines continues sur Terre. Des preuves génétiques suggèrent que les San habitent l'Afrique australe depuis au moins 30 000 ans, ce qui en fait l'une des lignées les plus anciennes de l'arbre généalogique humain. Pendant des siècles, voire des millénaires, ils ont récolté le honeybush dans des populations sauvages des montagnes. Ils l'utilisaient médicalement pour des affections respiratoires, y compris ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme l'asthme, les symptômes de la tuberculose et la toux chronique. Ils le brassaient pour faciliter la digestion après des repas difficiles. Ils le donnaient aux nouvelles mères pendant leur convalescence pour soutenir la production de lait et restaurer la force. Ils lui faisaient confiance comme tonique général de bien-être, adapté à tous les âges. Ils reconnaissaient même ce que la science moderne confirmerait plus tard concernant ses propriétés anti-inflammatoires, l'utilisant pour les affections cutanées et les douleurs articulaires. Ce savoir était transmis par tradition orale d'une génération à l'autre. Les emplacements des meilleurs peuplements de honeybush étaient des secrets de famille, gardés aussi précieusement que n'importe quelle formule écrite. Les périodes de récolte optimales étaient observées et mémorisées au fil des générations. Les méthodes de préparation étaient raffinées au cours de siècles d'expériences directes. Il ne s'agissait pas de simples cueillettes. C'était une tradition pharmacologique sophistiquée, construite et validée par des milliers d'années d'observations humaines. Puis les Européens sont arrivés. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a établi une base d'approvisionnement à ce qui allait devenir le Cap en 1652. En quelques décennies, les botanistes européens ont commencé à cataloguer la flore extraordinaire du Cap. Ils ont remarqué le honeybush. Ils l'ont documenté dès 1705. Carl Peter Thunberg, un botaniste suédois qui a étudié sous le Grand Linné lui-même, a travaillé au Cap dans les années 1770 et a décrit le honeybush en détail. Mais l'économie coloniale n'avait aucun cadre pour valoriser un arbuste qui poussait à l'état sauvage dans les montagnes. Il ne correspondait pas au modèle européen d'agriculture. Les Néerlandais, puis les Britanniques, ont introduit des abeilles domestiques européennes à la place. Ils ont établi les pratiques apicoles commerciales qui allaient dominer la production d'édulcorants dans toute la région. Le savoir indigène sur le honeybush n'a pas été détruit, mais il a été repoussé en marge. Il a été rejeté comme étant les pratiques de personnes que les colonisateurs considéraient comme primitives. Le honeybush s'est retiré dans les communautés rurales et la médecine traditionnelle, tandis que les importations de sucre et le miel d'abeilles occupaient le devant de la scène dans l'économie commerciale. Pendant plus de 200 ans, l'un des édulcorants naturels les plus remarquables de l'hémisphère sud est resté dans les montagnes, produisant ses composés en silence, tandis que le monde construisait une industrie entière autour d'un modèle de douceur différent, un modèle qui exigeait des abeilles. Maintenant, voici la partie qui devrait préoccuper tous ceux qui s'intéressent à la sécurité alimentaire mondiale. Vous vous souvenez de ces chiffres d'effondrement d'abeilles du début? Ils ne sont pas apparus de nulle part. Dans les années 1940, les États-Unis maintenaient environ 5 millions de colonies d'abeilles domestiques gérées. Aujourd'hui, ce nombre s'élève à environ 2,66 millions. C'est une baisse de près de la moitié sur 8 décennies. Mais le déclin n'est plus progressif. Il s'accélère fortement. Le partenariat Be Informed mène des enquêtes annuelles depuis 15 ans
et durant cette période, les pertes de colonies gérées ont atteint en moyenne environ 40% par an. 40%. Avant l'apparition du syndrome d'effondrement des colonies en 2006, les apiculteurs considéraient une perte annuelle de 15 à 20% comme acceptable. Nous fonctionnons à un rythme 2 à 3 fois supérieur depuis une décennie et demie. Les apiculteurs remplacent les colonies perdues par division et achat, de sorte que la population totale oscille plutôt que de simplement chuter. Mais le taux de remplacement devient de plus en plus coûteux et difficile à maintenir. En 2025, la situation est devenue une véritable urgence. Les apiculteurs commerciaux ont signalé des pertes massives soudaines de 60 à 100% à partir de janvier, alors qu'ils préparaient les ruches pour le transport vers les vergers d'amandiers de Californie. Des chercheurs du Service de recherche agricole de l'USDA ont identifié un coupable potentiel, les acariens Varroa destructors, qui avaient développé une résistance à l'amitrase, le pesticide le plus largement utilisé par les apiculteurs pour contrôler les populations d'acariens. Ces acariens parasites sont dévastateurs. Ils s'accrochent aux abeilles et se nourrissent de leurs organes et de leur graisse corporelle, affaiblissant les abeilles individuelles tout en transmettant des virus mortels, y compris le virus des ailes déformées et le virus de la paralysie aiguë des abeilles. Une fois que les virus commencent à circuler dans une colonie, l'effondrement devient irréversible. Vous ne pouvez pas l'arrêter une fois qu'il a commencé. Les conséquences financières s'étendent bien au-delà des pots de miel sur les tables de cuisine. Les abeilles pollinisent des cultures évaluées à plus de 18 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. À l'échelle mondiale, la valeur totale des cultures dépendant de la pollinisation a été estimée à près de 200 milliards de dollars. 80% de l'approvisionnement mondial en amandes provient de Californie, et cette seule culture exige que la majorité des colonies d'abeilles commerciales du pays soient acheminées par camion chaque saison pour la pollinisation. Lorsque 62% de ces colonies s'effondrent en une seule année, l'ensemble du système agricole vacille. Les rendements d'amandes chutent. Les récoltes de myrtilles, cerises, pommes et melons diminuent. Les prix à l'épicerie grimpent pour des dizaines de produits que la plupart des consommateurs n'associent jamais aux abeilles. Pommes, avocats, concombres, citrouilles, pastèques, canneberges. La liste des cultures qui dépendent de la pollinisation par les abeilles ressemble à un inventaire de rayons de fruits et légumes. Lorsque les abeilles disparaissent, les conséquences se répercutent sur l'ensemble du système alimentaire, d'une manière que la plupart des gens ne relieront pas aux ruches vides laissées dans un verger californien. C'est à ce moment-là que le honeybush cesse d'être une curiosité, pour devenir quelque chose dont le monde a vraiment besoin. Une plante qui produit de la douceur sans nécessiter un seul pollinisateur. Et cela devient encore plus intéressant quand on comprend à quel point il est simple de transformer cette plante en un produit utilisable. La méthode traditionnelle, raffinée au cours des siècles par les communautés Khoisan, et plus tard documentée par des chercheurs de l'Université de Stellenbosch et du Conseil de recherche agricole, implique remarquablement peu d'étapes. Récolter les feuilles, les tiges et les fleurs pendant la croissance active, généralement de la fin du printemps à l'été, lorsque les concentrations de sucre sont à leur apogée. Couper les tiges d'environ un tiers à la moitié, en laissant suffisamment de croissance pour que la plante se rétablisse rapidement. Bundeler le matériel coupé, écrasez-le légèrement pour libérer les composés internes et laissez-le subir une fermentation oxydative. Pendant ce processus, le matériel végétal passe du vert au brun foncé et développe son arôme de miel caractéristique. La température monte naturellement au sein de la masse. Les transformateurs commerciaux utilisent des tas de fermentation de 4 à 5 mètres de diamètre et 2 mètres de hauteur, remplis de 1,5 à 2,5 tonnes métriques de matière fraîche, recouverts d'une toile et laissés pendant 3 à 5 jours. Une fois la fermentation terminée, le matériel est étalé finement et séché au soleil pendant 1 à 2 jours.
Le produit séché se conserve indéfiniment dans des récipients hermétiques. À partir de là, vous pouvez l'infuser directement en thé, qui possède lui-même une douceur naturelle. Mais le véritable substitut de miel nécessite une étape supplémentaire que toute personne ayant une cuisine peut effectuer. Faites mijoter le matériel séché dans de l'eau à un rapport d'environ 1 part de plante pour 4 parts d'eau. Maintenez une chaleur douce pendant 1 à 2 heures pendant que les composés sucrés s'extraient complètement. Filtrez le liquide à travers une passoire fine. Continuez à réduire à feu doux jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance d'un sirop. Le sirop doré obtenu ressemble remarquablement au miel. Son profil de saveur se situe dans la gamme que la plupart des gens reconnaissent comme étant similaire au miel, bien qu'avec son propre caractère distinct. Il se conserve à température ambiante, sans se gâter ni cristalliser. Vous n'avez besoin que d'une casserole, d'une passoire et d'une source de chaleur. Pas de centrifugeuse, pas d'extracteur de miel, pas d'équipement apicole d'aucune sorte. Je tiens à être précis, car l'exactitude prime sur l'exagération sur le déclic santé. Le sirop de honeybush n'est pas chimiquement identique au miel d'abeille. Le miel d'abeille est principalement du fructose et du glucose, produits par un processus enzymatique à l'intérieur du corps d'une abeille. Le sirop de honeybush tire sa douceur d'un mélange complexe de polyphénols et de sucres végétaux naturels. Dans la plupart des pays, il ne peut pas être légalement étiqueté comme du miel, car les définitions réglementaires exigent l'implication des abeilles. Ce qu'il peut être appelé avec précision, c'est un édulcorant naturel à base de plantes, au goût de miel, était doté d'un ensemble de composés bioactifs que le miel d'abeille ne contient tout simplement pas. D'une certaine manière, cela le rend plus intéressant, pas moins. Cultiver le honeybush, c'est là que l'économie devient presque absurde. L'installation d'une seule ruche coûte entre 200 et 500 $ pour les composants de la ruche seulement. Ajoutez l'équipement de protection, les médicaments contre les acariens et les maladies, l'alimentation supplémentaire pendant l'hiver, la gestion de la reine et l'entretien courant. Et la plupart des apiculteurs amateurs dépensent bien plus de 1 000 $ avant de récolter leur premier pot. Une plante de honeybush coûte entre 5 et 20 $ dans une pépinière spécialisée. Elle ne nécessite aucun équipement au-delà des outils de jardinage de base, aucun équipement de protection contre les piqûres, aucun médicament contre les parasites, aucune alimentation supplémentaire une fois établie. Elle prospère dans un sol pauvre et acide qui affamerait la plupart des plantes de jardin. Elle produit même de meilleurs résultats avec la négligence, car un sol riche provoque une croissance excessive des feuilles au détriment des composés sucrés. La différence de coût est réelle. La plupart des espèces de Cyclopia tolèrent des températures allant jusqu'à environ -6 ou -7 degrés Celsius sans protection. Les jardiniers des zones de rusticité USDA 8 à 11 peuvent la cultiver en extérieur toute l'année. Les climats plus froids peuvent utiliser des contenants et les rentrer à l'intérieur pour l'hiver. La propagation à partir de boutures semi-ligneuses, prélevées à la fin de l'été, est fiable, avec une hormone d'enracinement de base. Les graines demandent plus de patience. Il faut les scarifier avec du papier de verre ou les traiter avec de l'eau fumée pour briser le revêtement dur de la graine qui a évolué pour survivre au feu de brousse. La germination prend plusieurs semaines et la croissance de la première année est lente. Mais les boutures évitent tout cela. Une plante devient 10 en quelques années, puis 50, puis autant que vous avez d'espace. Un seul arbuste mature atteint environ 1 à 2 mètres de hauteur et peut être récolté plusieurs fois par saison de croissance sans nuire à la santé de la plante. La plante vit pendant des années, produisant des matériaux récoltables saison après saison, avec pratiquement aucun coût d'intrant après l'achat initial. Pensez à la croissance à long terme. Mais voici le revers de la médaille que l'optimisme simple de cette histoire doit affronter honnêtement. La chose même qui rend le honeybush remarquable le rend également vulnérable. Il ne pousse que dans un seul biome de la planète. Une recherche publiée dans Crop Science en 2022
a révélé qu'environ 80% du thé de honeybush est récolté de manière non durable à partir de populations sauvages. Toutes les espèces commerciales de Cyclopia figurent sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN. La récolte illégale est le problème le plus difficile auquel l'industrie est confrontée. La surexploitation, l'urbanisation, l'invasion de plantes étrangères et une gestion inappropriée des incendies dégradent les populations naturelles qui ont soutenu cette plante pendant des millions d'années. L'industrie sud-africaine du honeybush produit environ 400 tonnes métriques de thé sec par an. Pour comprendre à quel point c'est peu, considérons la trajectoire. En 1997, seulement 30 tonnes métriques ont été traitées, de quoi faire une tasse de thé par semaine pour environ 225 000 personnes. En 2000, elle a atteint 160 tonnes métriques. La première transaction commerciale de honeybush de l'histoire a eu lieu dans les années 1930, lorsque des arbustes sauvages récoltés dans la région de Kouga, dans le Cap oriental, se sont vendus l'équivalent de quelques centimes par kilogramme. L'industrie formelle n'a même pas existé avant 1999, lorsque l'Association sud-africaine du thé de honeybush a été créée. 400 tonnes métriques par an, c'est l'approvisionnement mondial entier de l'une des plantes les plus intéressantes sur Terre. Comparez cela au marché mondial du miel, qui représente 10 milliards de dollars. Le honeybush est invisible à cette échelle. Le pipeline de recherche donne des raisons d'un optimisme réel. Des études publiées dans le Journal of Medicinal Food ont documenté que la mangiférine et les polyphénols du honeybush réduisaient significativement le stress oxydatif dans des modèles cellulaires. Une étude publiée en 2018 a décrit de puissantes propriétés antidiabétiques. Une étude clinique de 12 semaines impliquant 120 participants a montré qu'un extrait de honeybush améliorait significativement les mesures des rides cutanées par rapport à un placebo. Une étude animale a révélé que le thé de honeybush non fermenté réduisait la taille du cancer de l'œsophage de 94%. Des recherches en laboratoire ont démontré que la mangiférine améliorait l'activité des macrophages, stimulant la réponse immunitaire. Des études supplémentaires ont documenté le soutien à la santé osseuse par l'inhibition des ostéoclastes, la protection du foie et les effets antimicrobiens, favorisant une bonne santé intestinale. L'extrait de honeybush a même été testé comme antioxydant naturel dans la viande transformée, se montrant aussi efficace que les nitrates conventionnels pour prévenir l'oxydation lipidique. Cette plante offre une véritable pharmacopée d'applications potentielles. Une seule plante, toute une panoplie d'applications potentielles. Et nous ne faisons qu'effleurer la surface, car le marché mondial du thé de honeybush ne représente qu'environ 10 millions de dollars. Le monde dépense plus en chewing-gum en un seul après-midi. L'histoire du honeybush ne concerne pas une conspiration d'entreprise ou une suppression délibérée. Aucun conseil d'administration obscur n'a décidé de garder cette plante cachée. La vérité est plus simple et, d'une certaine manière, plus frustrante. Le honeybush est resté obscur parce qu'il pousse dans un écosystème spécifique, à l'extrémité d'un continent, parce que les puissances coloniales ont rejeté le savoir indigène comme primitif, parce que l'infrastructure commerciale pour le cultiver, le transformer et le distribuer à l'échelle mondiale n'existait tout simplement pas avant très récemment, parce que le financement de la recherche suit les industries établies et les marchés prouvés, et non les plantes inconnues du fynbos. Parce que la sensibilisation a toujours été le goulot d'étranglement, pas la biologie. Chaque jardinier dans un climat approprié qui plante du honeybush contribue à changer cette équation. Chaque pot de sirop de honeybush produit en dehors de l'Afrique du Sud réduit la pression sur les populations sauvages à l'intérieur de celles-ci. Chaque conversation sur cette plante diffuse un savoir qui est resté dormant pendant 3 siècles. Les jardiniers peuvent faire une différence. La plante est disponible aujourd'hui auprès de pépinières spécialisées dans plusieurs pays.
Les graines peuvent être commandées en ligne. Les méthodes de transformation sont documentées dans les guides agricoles et les articles de recherche publiés. Tout ce qui est nécessaire pour produire un édulcorant de type miel sans abeilles est accessible dès maintenant. La seule barrière est celle que vous venez de lever en regardant cette vidéo jusqu'ici. Considérez ce que cela signifie dans un contexte plus large. Le monde s'éloigne rapidement et de manière urgente de la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement fragiles. Les populations d'abeilles s'effondrent. La consommation de sucre est liée à des niveaux épidémiques de diabète et d'obésité. Les édulcorants artificiels font face à un scepticisme croissant des consommateurs. Pendant ce temps, une plante qui produit une douceur naturelle, riche en composés bénéfiques, ne nécessite presque aucune ressource pour pousser et peut être cultivée par quiconque disposant d'une petite parcelle de sol acide et de connaissances de base en jardinage. Elle attend dans la littérature scientifique depuis avant le début de la révolution industrielle. L'écart entre ce qui existe et ce que les gens en savent est stupéfiant. Il y a un dernier détail sur lequel il convient de s'attarder. Pendant la crise des abeilles de 2025, alors que 1,6 million de colonies disparaissaient et que les apiculteurs décrivaient les pertes comme potentiellement fatales pour toute leur industrie, un leader de l'industrie a été interrogé sur ce qui se passerait si ces pertes continuaient à ce rythme. La réponse a été directe. Si nous subissons une autre perte importante dans un proche avenir, je ne sais pas si l'industrie pourra survivre. 5 millions de colonies dans les années 1940, 2,66 millions aujourd'hui, 62% disparus en une seule saison. La trajectoire parle d'elle-même. Les alternatives sont rares, mais l'une d'elles pousse dans les montagnes d'Afrique du Sud depuis des millions d'années, produisant de la douceur, tandis que le monde regardait ailleurs. 321 ans dans les archives scientifiques, des milliers d'années dans la mémoire indigène, 23 espèces, un biome extraordinaire. 0 abeille requise. Le savoir est disponible. La plante attend. Ce qui se passera ensuite dépend entièrement de ceux qui y prêtent attention. Si cette histoire vous a semblé aussi remarquable qu'à nous, abonnez-vous à Le Déclic Santé et activez la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines découvertes.